Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Oh, oh. Changeons de mentalité. Présenté par Amtia. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Chers amis téléspectateurs, passer du temps en votre compagnie est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver à chaque fois dans Changeons de mentalité. Aujourd'hui, nous célébrons les pères, nous commémorons les martyrs en ce 21 juin. L'émission Changeons de mentalité sera scindée en deux parties dans ce numéro. En première partie, nous rendons donc hommage à nos martyrs avec mes invités déjà présents dans le studio. Et en seconde partie, nous allons célébrer ce que nous appelons les chefs de famille, les papas. Bienvenue dans l'émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs avec cette chanson de Bibi Reine et Dine Fanami. Première partie, hommage aux martyrs, c'est parti. Changeons de mentalité. Saignez, saignez, saignez ce bébé. Saignez, oh, saignez, saignez ce bébé. Taka djenye meke. La fille a fait là. Oh, djenye ce bébé. Fanamilo aparecia. Dogonyo kata fambilo. Yenye mesa fambilo. Amigo kose bebe. Changeons de mentalité. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, et pour rendre hommage aux martyrs, je reçois comme invité aujourd'hui M. Uyao Evalo. Il est premier rapporteur du HCROUN, Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Je reçois également Dr Changai Bassa Esso. C'est ça? C'est ça. D'accord. Il est maître assistant en histoire contemporaine. Il est également formateur à l'école normale supérieure d'Atapamé. Bon, pour le reste des titres, on va s'en passer pour le moment. Et au ministère de la Culture et du Tourisme, nous avons avec nous M. Adama Aïkwe. Il est directeur du patrimoine culturel. Il est déjà dans le studio. Nous allons le recevoir tout à l'heure également. Eh bien, monsieur, bienvenue. Changeons de mentalité. Nous commémorons aujourd'hui, en cette date du 21 juin, les martyrs au Togo. Monsieur Yao, le 21 juin au Togo est retenu pour commémorer les martyrs. C'est pourquoi nous sommes ici sur ce plateau. Ce que j'aimerais comprendre, cet aspect de cette date, est-il politique ou est-ce une date qui est juste dans le calendrier du régime national à titre commémoratif? Comment doit-on la prendre, cette date? Je crois que c'est une question tout à fait pertinente, mais d'abord, ne perdez pas de vue que l'événement en lui-même a un caractère politique. Ça, c'est clair. La première chose qu'il faut retenir, puisque si on revient un peu à la source de cet événement pour comprendre pourquoi il est arrivé, le massacre est arrivé, vous comprendrez qu'il s'agissait de revendications purement politiques. En tout cas, l'attitude de ceux qui sont tombés le 21 juin 1957
le processus qui a conduit à leur disons, martyre, à leur souffrance et à leur mort était un processus inspiré essentiellement par des considérations politiques. D'accord. Voilà. Donc, de ce point de vue, la date ne saurait perdre son caractère politique. La réponse est claire. Oh, voilà. Donc, il s'agit des gens qui sont tombés pour une cause, pour la défense d'une cause. Et ils avaient la conviction de défendre ce qui est juste pour eux, c'est-à-dire la liberté, n'est-ce pas, la volonté des Togolais d'accéder à l'indépendance. Et comme l'administration coloniale ne voulait pas en entendre parler, les armes ont parlé. Donc, alors, c'est une fête donc, qui est, disons, carrément politique. Et elle est aujourd'hui, elle fait partie, c'est vrai, que pour le moment, depuis qu'on a arrêté le régime des fêtes, des jours, des dates, le régime des fêtes nationales, ou en tout cas des dates qui sont commémorées au Togo, il y a polémique autour de certaines dates. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui font polémique chez nous, au Togo ici. On aime trop ça. Des événements font polémique. Les personnalités qui sont des acteurs autour de ces événements, ils sont aussi contestés. Donc, ça pose problème. Je crois que pour le 21 juin, il fallait absolument trouver une appellation qui rassemble. Oui. Parce qu'en réalité, si nous voulons parler de l'indépendance, c'est vrai, 20 personnes mortes d'un coup, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Mais avant ça, il y en a aussi Qui ont lutté. qui ont lutté. Il y a eu des morts. Alors, ce n'est pas à l'historien que je vais apprendre quoi que ce soit. Quand vous voyez, par exemple, les événements de Vaughan en 1952, l'attitude de ceux qui étaient contre l'administration coloniale, parce qu'elle voulait imposer un chef à la place de celui qui devait être donc intronisé, notamment, il y avait deux candidats, donc Jacob Kalipé et Ferdinand Kalipé. Ferdinand Kalipé, qui était un fonctionnaire travaillant donc à la firme dirigée par Sébastien Solompio, était donc un nationaliste convaincu. Jacob Kalipé est un progressiste intraitable. Alors, deux courants vraiment. Deux courants qui s'opposaient donc dans l'univers, dans le paysage politique togolais. Et donc, comme l'administration ne voulait pas entendre parler des chefs qui peuvent, n'est-ce pas, dont les actions peuvent contrarier donc, et tout ce qu'elle fait en termes de gouvernance donc, dans notre pays, elle a voulu par tous les moyens installer Jacob Kalipé, ce qui a été fait, mais la suite a été dramatique. On a enregistré près de 7 morts. Et puis, dans son compte rendu d'ailleurs, le gouverneur à l'époque, M. Digo, dans son compte rendu à son ministère, au ministre français d'Outre-mer, disait qu'il n'était pas capable d'évaluer le nombre de blessés. Ce qui montre que... Il y avait tellement... Voilà, voilà, ce qui montre, n'est-ce pas, l'ampleur des massacres. Donc, quand on regarde ça, et on regarde ailleurs, que ce soit à Mango, tout ça, et vous comprendrez que c'était tout à fait normal que on retienne une date. On recentre le contenu de cette fête, en fait, de cette journée commémorative, parce que en réalité, même s'il y a eu 20 morts, même si le bilan à Pierre-Rodo est assez lourd, il n'en demeure pas moins vrai que ces bilans, voilà, tous ces compatriotes qui sont morts ailleurs doivent aussi être célébrés et reconnus. Alors, quels sont donc les facteurs incitatifs au choix de cette date? Pourquoi le 21 juin? Non, effectivement, vous savez, en toute chose,
En général, pour choisir une date, il faut qu'elle fasse consensus. C'est comme même aujourd'hui, vous allez me demander pourquoi on ne fête pas, août 56. En août 56, le Togo a accédé à la petite indépendance. Mais aujourd'hui, nous ne fêtons pas août 56, mais nous fêtons le 27 avril 1960. Ok. Voilà. Alors, déjà, qui appelle-t-on martyr, Dr Tchongaï? Merci, Madame Amsia. C'est pour moi un honneur d'être à votre émission. Et je vais tout de suite aborder la question que vous m'avez posée. Pour faire simple, on appelle martyr celui qui fait don de sa vie. Celui qui fait don de sa vie en luttant pour son pays. C'est bien précis. Oui, nous allons nuancer. Faire don de sa vie, c'est un sacrifice ultime. Il faut aimer son pays, sa patrie, pour accepter faire don de sa vie. C'est lutter jusqu'au péril de sa vie. Et les martyrs sont aussi ceux-là qui meurent pour leurs convictions. On peut parler aussi de convictions religieuses. Se rapportant donc au contexte de la nation, alors il y a souvent deux critères qui sont mobilisés. Lesquels? C'est mourir pour l'indépendance de son pays, mourir pour délivrer son pays, pour libérer son pays, dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale. D'accord. Nous avons plusieurs cas de figure lors des attaques terroristes. Les soldats qui sont tombés, les armes à la main, après ce sacrifice ultime, sont érigés au rang de martyrs. D'accord. Peut-être pour dire un mot, il y a deux paramètres qui comptent dans la reconnaissance des martyrs. C'est la conviction nationale, Oui. la lutte pour une cause nationale Oui. et le sacrifice ultime, D'accord. le don de sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Dans votre réponse, vous avez déjà empiété sur l'une des questions qui, moi, me taraude personnellement. Avoir une réponse à cette question, si c'est seulement les soldats tombés les armes à la main qui sont seulement considérés comme des martyrs, ou bien des personnes qui ont perdu aussi leur vie sous le coup de l'extrémisme violent. Oui. Alors, soldats, ils sont aguerris. C'est des spécialistes qui sont préparés depuis leur formation à défendre leur nation. Donc, du coup, quand ceux-ci ou quand ces soldats tombent face à l'adversaire, face aux assaillants, alors ils sont donc des martyrs. D'accord. Mais en dehors de cela, tout citoyen imbu des valeurs civiques qui défend vaillamment Son pays est un martyr. OK. Alors, pourriez-vous déjà nous rappeler un peu l'historique des martyrs au Togo? Merci, Madame Amsia, pour cette opportunité que vous nous donnez. Je dirais pour commencer que la question des martyrs a été véritablement présente dans les mémoires des Togolais. À la base, c'était contextuel? Non, ce n'est pas contesté. Contextuel. Contextuel? Oui. Oui, ça dit que tout est contextuel. D'accord. Vous allez voir dans le développement qui suivra que tout est contextuel. Je dirais que ce concept a commencé par alimenter le quotidien des Togolais en 1971, quand il a été question de réhabiliter la mémoire des martyrs
de Piaodo. Autrement dit, 14 ans après ce massacre-là, qui a coûté la vie à 20. Plusieurs, ok. Voilà, 20, ils étaient 20. Et a aussi occasionné plusieurs blessés. Et je peux dire que depuis ce massacre-là, on a peu parlé de martyrs. Mais avec l'érection du monument de Piaodo, les discours qui l'accompagnent, les hommages qui les accompagnent, en somme, le visu, les Togolais ont commencé par vivre une réalité, je dirais, qui n'existait pas auparavant. C'est pourquoi je dis que en 1971, alors donc le concept de martyr a commencé vraiment par alimenter Oui, la mémoire les des mentalités. Togolais, les mentalités des Togolais. Ouais. Alors donc en 1971, ces martyrs qui ont vaillamment défendu leur précaré, leur dignité, leur intégrité face aux colonisateurs. Ça se passe à Piaodo, où ils ont démontré une forme de résistance noble, empêchant le commandant, voilà, l'agresseur, de convoyer un des leurs, un certain Moukwe Bouyo, D'accord. qui aujourd'hui est reconnu comme un nationaliste, partisan de la Juventus. Voilà, donc pour aller rapidement, Oui. cet acte est salué ou est à saluer D'accord. et a été salué en 1971. Mais il faut rappeler que déjà en 1961, Oui. le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, a déjà marqué un pas. Alors donc, un écritoire a été accroché à un rocher, mais c'était peu visible Oui. Et ça se Voilà. passait toujours à Piaodo. Piaodo. D'accord. à Piaodo. Ok. Voilà. Et donc, par la suite, en 1979, il a été décrété comme fête nationale en l'honneur donc, de tous ces martyrs qui sont oui. tombés. Et là encore, vous allez voir que ça commence par préoccuper les uns les autres. Ça commence par faire effet dans les mémoires des uns et des autres, et ainsi de suite. Un autre aspect qui sera aussi, qui va marquer aussi les esprits des Togolais, a été l'attentat de Sarakawa en 1974, où alors ceux-là qui sont tombés dans le contexte de lutte pour l'indépendance économique sont aussi érigés donc, en martyrs nationaux. Si on veut s'en tenir à l'historique du Piaodo, Oui. comment ça s'est passé pour que ça devienne une fête nationale en résumé? Il faut retenir que Hodo en pays Kabylie, ça désigne le lundi. Après, bien sûr, la standardisation donc, des jours en pays Kabylie. Donc ça voudrait dire que ça s'est passé un lundi. Ça s'est passé un lundi. D'accord. Comment se fait-il que c'était l'appellation martyr du Piaodo et puis c'est devenu martyr, fête des martyrs? Tout à Nous, on fait. voudrait comprendre pourquoi ce condensé juste pour s'arrêter aux Ok. martyrs et on n'ajoute plus le Piaodo. OK. Et ce que vous dites, c'est pertinent, parce qu'au départ, c'était la commémoration des martyrs de Piaodo. Oui, Mais aujourd'hui, nous parlons donc des martyrs, tout de simplement. la fête des martyrs, de la Oui. commémoration des martyrs tout Oui. court. En réalité, en voulant peut-être corriger une injustice pour réhabiliter la mémoire des D'autres martyrs aussi. qui sont tombés dans l'oubli, et après des polémiques se sont soulevées, des questions ont été posées, mais pourquoi seulement les martyrs de Piaodo? D'accord, pour ne pas faire de différence. Pour ne pas faire de que différence. certains sont en reste. Est-ce qu'avant eux, les gens n'ont pas lutté pour l'indépendance du pays jusqu'au péril de leur mort? Est-ce qu'après eux, il n'y en a pas eu? Pourquoi tout le temps, donc, la commémoration des martyrs de Piaodo? D'accord. Je pense que ces polémiques ou ces réflexions pertinentes ont trouvé écho. Et donc, en 1991, si je me souviens bien, ça doit être lors d'un conseil des ministres, alors le 22 juin 1991, voilà, donc un décret a été pris
pour que désormais, ce ne soit plus fête des Des martyrs de martyrs de Biaodo, Biaodo. mais la fête de tous les martyrs. Merci beaucoup, docteur Changai. Alors, monsieur Uyao, quelles sont donc les mesures prises par l'État pour saluer la mémoire des martyrs au niveau de l'Ashkroun? Ouais, je crois que Peut-être que je veux toucher du rapidement, doigt voilà, rapidement, l'indemnisation. ce qu'on peut dire, là, vous me permettrez de revenir un En peu arrière. en arrière en remontant vers les dates les plus récentes. Nous D'accord. sommes en 2005, plus précisément en novembre. Et après la crise électorale que le pays a connue, les autorités, notamment donc, le président de la République, le nouveau président élu, l'actuel, le président Faure Gnassingbé, et les responsables de l'opposition ont compris que la déchirure était profonde. Entre les D'accord. Togolais était profonde et qu'il fallait faire quelque chose. D'accord. Je voudrais tout simplement ouvrir une parenthèse pour dire que même avant même l'élection présidentielle et au cours de sa campagne électorale, l'actuel chef de l'État était donc à Fagna. J'étais son chef de service de presse. Là, je D'accord. peux parler donc sur la base de ce que je Vous avez je vécu connais, j'ai la vécu. situation, oui. Il disait que si il était élu, il ferait en sorte que tous ceux qui ont contribué pour le progrès de ce pays, pour son évolution, son émancipation politique, qu'ils soient connus, moins connus ou des anonymes, que leur mémoire soit honorée. C'était la volonté du président Faure. C'était la volonté du en ce président temps. Faure, du candidat Faure Du candidat Faure en ce moment. en ce moment. D'accord. Voilà. Et c'était à Afanya qu'il a dit, insistant sur le fait qu'il créerait, dans le cadre de sa politique de réconciliation, qu'il va enclencher des mécanismes pour saluer la mémoire de tous ceux-là qui ont fait beaucoup pour notre pays. D'accord. Et c'est dans cet esprit que juste après l'élection, en novembre de la même année, il a mis en place une commission appelée Commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo. Cette commission était dirigée par l'archevêque Monseigneur Agnoro Dossé, qui a donné ses conclusions. Et dans les conclusions, il était ressorti qu'il y avait beaucoup de Togolais qui avaient fait de bonnes choses pour ce pays et dont la mémoire est en train de tomber dans l'oubli. Oui. Et il était nécessaire De de réhabiliter. prendre des mesures pour les réhabiliter. D'accord. Et les conclusions de cette institution, de cette commission, ont été prises en compte par la CVJR qui a fut installée plus tard et donc qui, dans ses recommandations, a demandé la réhabilitation d'un certain nombre de personnalités, surtout. D'ailleurs, je précise que dans ces premières recommandations, je reviens à la commission de réhabilitation de l'histoire du Togo, on a reconnu les sacrifices consentis par le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, dans son combat pour la libération politique de notre pays. Oui. Et unanimement, cette commission avait recommandé qu'il soit reconnu comme père de l'indépendance nationale. D'accord. Et compte tenu des sacrifices que le président Yadema a fait, n'est-ce pas, en ce qui concerne la construction de ce pays, n'oubliez pas qu'un pays, une nation, ça se construit petit à petit, compte tenu des fondements de la nation qu'il a pu poser aujourd'hui en termes de construction, de vivre ensemble. La commission avait recommandé qu'il soit reconnu comme père de la nation togolaise. D'accord. Et maintenant, les recommandations aussi ont été faites par rapport aux hauts dignitaires et responsables de l'époque que je ne peux pas citer ici dans le cadre restreint de cette émission. D'accord, Voilà. on comprend. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Brièvement. oui, vraiment brièvement. Merci vraiment au propos du docteur Uyao sur cet aspect. Je voudrais ajouter un petit élément. Je voudrais ici souligner qu'il n'y a pas que le statut de martyr
qui honorent la mémoire d'une personne. Il y a les héros, ceux-là qu'on qualifie d'héros de guerre, Les des héros du- de guerre. les héros de guerre, les héros de lutte. Mhm. Il y a les pères de l'indépendance, il y a les pères de la nation. Et au-delà de tout cela, il y a ceux-là qui reçoivent les distinctions Distinctions. honorifiques. Justement. Et là aussi, il y a Des grades. des grades en Oui. allant, suivant les efforts, suivant le travail abattu. Mais maintenant, c'est une juste reconnaissance. Une juste reconnaissance du sacrifice ultime consenti. C'est ça qui est très important. D'accord. Ceux-là qui reviennent vivants sont des héros de la lutte. Ils sont déjà honorés. Ils reçoivent des médailles, etc. Mais ceux-là qui perdent la vie, il ne faut pas les oublier. Chaque jour, hein, C'est un parfois, devoir de oui. mémoire. Oui, de se Et rappeler. permettez-moi, au regard de ce qui se passe en Ukraine, il faut que justement ce devoir de mémoire soit insistant. Il faut qu'on revienne amplement là-dessus dans les formations civiques et citoyennes pour que les jeunes s'y préparent. C'est-à-dire, s'y Autrement prépare dit, comment? Autrement dit, dans le Pengal, nous avons nos forces armées Non, oui, qui luttent, oui, oui, qui qui veillent. vont devant de la scène, qui sont prêts à mourir pour que nous ayons la vie paisible. Oui. Autrement dit, ils sont anxieux là où ils sont, mais nous vivons paisiblement. Vous voyez que c'est un sacrifice ultime. Oui. Nous amusons, nous vaquons librement à nos occupations. Pendant ce temps, il y a des Ils gens sont qui là. affrontent la mort. Oui. C'est pourquoi il faut que dans nos mémoires, dans notre esprit, que nous soyons préparés qu'il peut arriver Que qu'on instaure une certaine mobilisation générale pour défendre la patrie. notre pays. Oui, si, D'accord. si la Comme menace... le cas de l'Ukraine. Tout à fait, comme dans D'accord, le je cas de comprends. l'Ukraine. Ok. Donc, il faut que les Togolais s'y préparent. Et pour s'y préparer, il faut passer par ces événements de commémoration qui sont en réalité des occasions pour célébrer la bravoure, Des uns le et des courage. autres, des fils et des filles Tout du à pays. fait. D'accord. pour que ces sacrifices ne soient pas vains, Vains. mais soient plutôt des graines semées pour susciter Le patriotisme à un haut niveau. patriotisme élevé, Dans chacun. un nationalisme élevé. D'accord. Voilà donc ce que j'ai voulu ajouter. Merci beaucoup Je vous pour en prie. l'apport. Nous parlons donc des martyrs que nous commémorons aujourd'hui en cette date du 21 juin. Comment donc a été installé le monument des martyrs ici au Togo, à Lomé? Une petite description, explication, nous allons les avoir avec le représentant du ministère de la Culture et du Tourisme, M. Adama Aïkoui, qui est directeur du patrimoine culturel, que j'invite à me rejoindre sur le plateau. Je vais lui faire une petite place. Alors, bienvenue. Merci. Comment vous vous portez? Je vais bien. D'accord. Contente de vous avoir parmi nous. Changeons de mentalité. Alors, Monsieur Adama, nous voudrions savoir comment a été érigé le monument à la mémoire des martyrs dont nous parlons aujourd'hui. À quoi ça ressemble? Une description. D'accord. Il faut savoir que le monument a été érigé en 1956. Et c'était au départ le monument de l'autonomie. Ah, c'était ça Oui, tout à fait. l'appellation. Le monument de l'autonomie, et c'était pour statuer sur le Togo qui accédait à l'autonomie. Donc D'accord. c'était un monument pour commémorer l'autonomie du Togo. Tout à fait. Et il faut reconnaître que pour faire une analyse et une interprétation, vous permettez... Oui, allez-y. C'est un monument qui a 6 niveaux. Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est... De l'autonomie. Oui, dont en vous fait, parlez. c'est le... Bon, essayons. Ou Le bien, monument de l'autonomie a changé de nom après. Il y a eu une mutation. Et c'est devenu le monument des martyrs. C'est ce que nous voudrons comprendre. Tout à fait. D'accord. Donc, au départ, le premier nom, c'était le monument de l'autonomie. D'accord. Ok. Donc, ce monument a 6 niveaux. Je ne sais pas si c'est parce que c'est en 56, mais c'est à 6 niveaux. Donc, il y a le socle qu'on voit, Oui. et il y a le sous-socle qu'on ne voit pas. Ah, Donc, je ne vais pas parler du sous-socle parce qu'on ne le voit pas. Ok. Donc, il y a le socle qu'on voit, et puis après, il y a une partie
Après le socle, il y a la partie des 4 pieds, d'accord? Et puis, il y a la partie évidée, La partie? là où il y a le vide, OK. d'accord? Et puis, il y a une sorte de scellé en haut, là où on a mis le RT. Oui. Oui. Et puis, il y a une partie surlevée Encore. encore. Donc, ça fait en tout pour tout 6 parties. Et ces 6 parties ont des significations particulières? Bon, je ne saurais le dire, mais de toute façon, on voit 6 parties. Parce voit que si six on voit, parties. on voit un endroit où c'est vide, Tout à fait. un endroit où mais RT, bon, Bon, ça je au moins, on vais, sait que c'est la je République vais, je vais togolaise. vraiment y revenir. D'accord. Donc, à l'intérieur, nous avons les 4 pieds. Les 4 pieds ou bien les 4 piliers. Je disais tout à l'heure que l'ouvrage est évidé parce qu'il y a un vide Vide quelque là. part. Et pour son époque, en 1956, je peux dire que c'est un ouvrage futuriste. Ah. Et dans le temps, dans l'architecture de l'Afrique traditionnelle, on avait plutôt des colonnes de forme ronde. Même dans l'architecture de l'histoire de l'art de la Grèce, de l'architecture de l'histoire de l'art latin et de l'Égypte antique, c'était des formes rondes, des formes ovoïdes. Donc, pour la première fois, en 56, on a Cette forme. ces formes-là, D'accord. anguleuses, des formes cubiques. Ce n'était pas aussi commun en ce moment-là. Donc, je peux dire que c'est dans les années 70 qu'il y a eu le marbre. Sinon, avant, c'était juste du béton, mais il n'y avait pas le marbre. Donc, c'est dans les années 70 qu'il y avait eu le marbre, dont le revêtement de marbre est venu après. Et ça a la forme gigogne, ça a la forme télescopique, comme une antenne. Et je dirais même que c'est comme une antenne qui capte les vibrations positives. Ah, pourquoi? Et c'est comme une porte vers le ciel, une porte qui s'ouvre sur le ciel. Et on La peut partie même vide, dire, là? oui, et puis on peut même dire que c'est comme un poteau mi-temps. Ouais. Le poteau mi-temps dans la civilisation vaudou, c'est une antenne qui est installée pour capter les énergies positives. D'accord. Bon, on le retrouve surtout en Haïti. Et bon, voilà. Je peux aussi ajouter que c'est comme un organe en érection qui féconde le ciel. Ouais, c'est vrai. Et nous avons pratiquement un édifice qui est un édifice spirituel, je peux dire. Parce que nous avons les 4 éléments de la nature Eau, qui air, représentent les 4 pieds, Ok. eau, air, terre Terre. et feu. le feu. D'accord. Ça peut également être les 4 points cardinaux. L'est, D'accord. l'ouest, sud, nord. Et si on continue dans le caractère vertical, dans sa verticalité, nous avons le zénith Oui. et puis nous avons le nadir. Ah, Donc le zénith s'oppose au zénith, le nadir. Et quand on c'est dit un nadir, c'est la monument. nuit, non? Non, le nadir, c'est le C'est sous-sol. plus sombre, non? C'est les profondeurs du sol. D'accord, c'est plus sombre, mais en bas. Justement Oui, en bas. oui. Donc le nadir s'oppose, là, dans les profondeurs, ça s'oppose Oui. au zénith. D'accord. Dans sa verticalité, toujours, c'est un ouvrage qui tutoie le cosmos, qui tutoie le firmament. Et puis, j'aimerais revenir toujours sur le nombre 4. Oui. Ce nombre 4, c'est un nombre féminin. D'accord, c'est un nombre féminin. Et c'est le symbole, curieusement, de la fécondité. Et c'est un nombre pacifiste, Le 4? le 4. Bon, je sais que c'est un beau symbole de stabilité aussi. Voilà, Le 4, oui. justement. Et puis, il y a quelque chose que nous ne savons pas. Et ce monument, c'est le point zéro des routes du Togo. Ah, Donc, si je dis aujourd'hui Lomé d'Apaon, ça fait 614 kilomètres. Ça a été commencé par être chronométré à partir de là, du monument des martyrs. C'est à Oh là partir là. de là. Donc, si je dis Lomé-Kara, ça fait 412 kilomètres. C'est à partir de là. D'accord. Lomé c'est-à-dire- Tchévier, 35 kilomètres, c'est à partir de là. Lomé Anéro, 45 Donc, c'est à kilomètres, c'est partir à de partir là, de on là. compte. On compte. Donc, c'est le point zéro des routes du Togo. Et nous passons à chaque fois, on va au grand marché, on dépasse, à fait. on regarde seulement, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Hein. il y en a plein de gens qui nous suivent actuellement, qui ne savent pas. Maintenant, c'est le lieu donc de leur dire Tout à ce que fait. ça représente. C'est le point là. zéro des routes du Togo,
comme sur le pavé de Notre-Dame de Paris, le point zéro des routes de France. Donc, c'est l'équivalent, on peut dire. Ça. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Adama Ikwe. Eh bien, nous savons à quoi ressemble donc le monument des martyrs, dans le temps appelé monument de l'autonomie. Oui, de l'autonomie. De l'autonomie, donc sur la route de l'indépendance. Je crois que les historiens ont évoqué un peu cette partie. C'est au carrefour Oui, c'est au carrefour du ministère des Affaires étrangères. Oui, Sotral, la direction, non, le ministère du Commerce. Du Commerce. Et de l'Industrie aussi. C'est à ce carrefour-là. D'accord. Voilà. C'est peut-être l'occasion aussi d'insister sur ce que c'est qu'un monument. Voilà. Donc, un monument, c'est un édifice Voilà. érigé pour perpétuer un souvenir. Un souvenir, D'accord. voilà. Donc, ça peut être la sculpture, ça peut être en architecture. Donc, dans le cas d'espèce, c'est une sculpture qui se base sur l'architecture pour exister. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour l'apport que vous avez ajouté à ces explications du monsieur Adama Ikwe. Eh bien, nous savons donc, comme je le disais tantôt, à quoi ressemble le monument des martyrs, qui a muté plusieurs fois en or. 3 fois. Oui, 3 fois, pour finir, monument donc des martyrs. Et dans cette émission, nous avons également appris ce que c'est qu'un martyr, qui on appelle martyr. Et puis, nous avons aussi appris ce que fait l'État pour honorer la mémoire de toutes ces personnes qui ont défendu le pays et qui ont perdu leur vie dans cette cause. Eh bien, merci donc de nous avoir suivis. Avant de clore, un dernier mot, un tour de table, peut-être pour souhaiter une belle commémoration aux familles des martyrs. Docteur Changai. Oui, merci, monsieur. C'est vrai que devant la mémoire de tous ceux-là qui sont tombés pour l'indépendance de notre pays, pour la survie de notre pays, on ne peut que s'incliner. Nous confions leurs âmes entre les mains, alors donc de notre Seigneur, qui repose en paix. Merci beaucoup, Dr Changai. Monsieur Ikwe, votre dernier mot. Oui, je vais dire que le monument des martyrs est un monument qui est inscrit sur la liste nationale du patrimoine du Togo. D'accord. Donc, c'est un bien du Togo à valoriser, on va le sauvegarder. Vous allez voir qu'au moment des fêtes, on met les guirlandes souvent là et c'est un monument d'une haute importance. En tant que directeur du patrimoine, j'invite mes frères, mes sœurs à faire une fixation sur ce patrimoine-là qui constitue un fleuron qui a traversé le temps. Hein, c'est un patrimoine transversal du point de vue du temps. Donc l'autonomie, l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un monument, l'un des monuments emblématiques qui est le témoin de l'histoire du Togo. Je dirais même que c'est le plus vieux monument parce qu'il a été érigé avant même celui de l'indépendance. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et nous allons terminer ce tour de table avec Dr Viao. Oh, ben, je crois que mes prédécesseurs ont tout dit. Et je suis peut-être de formation peut-être oblige. Sinon, je suis d'accord, tout à fait d'accord. La nation, c'est une construction perpétuelle. Rien n'est acquis. Donc, nous devons à tout moment œuvrer donc, de façon à consolider ce que nos pères nous ont légué. Et nous devons le perpétuer. Comment? En nous entendant autour de l'essentiel. Il est un peu dommage qu'aujourd'hui, il y a certaines fêtes officielles bien connues. Nous les fêtons, nous continuons de les fêter dans la division. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup. Si au moins des fêtes, des journées comme le 21 juin, peuvent nous rassembler davantage, c'est tant mieux pour la réconciliation des enfants de ce pays et la consolidation de l'unité nationale. Merci bien. Et l'on remarque bien une empreinte
de l'Ashkroun dans ce que vous venez de dire pour clore cette émission, la réconciliation. C'est très important pour tous les fils et filles du pays. Eh bien, chers amis téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. C'était donc la première partie de cette émission où nous avons commémoré les martyrs. Nous étions donc avec le docteur Wiyao Evalo qui représentait donc le Ashkroun, monsieur Adama Ayukwe qui représentait donc le ministère de la Culture et du Tourisme, et docteur Changai qui est historien. Il est également formateur à l'école normale supérieure d'Atapami. Merci, messieurs. Eh bien, nous allons clore cette première partie avec une petite pause musicale puisque le 21 juin célèbre également la fête de la musique. Nous allons donc retrouver le collectif Au Front pour le Togo avec cette chanson très émouvante qui rend hommage à toutes nos forces de sécurité et surtout ceux qui sont tombés les armes à la main. Changeons de mentalité. Coucou, salut, ici c'est Sec dans l'émission Changeons de mentalité. Je vous souhaite une très bonne fête des martyrs et je profite de cette occasion pour dire merci à nos forces armées qui sont en train de se battre pour la sécurité du Togo et merci aux autorités. Je profite de cette occasion pour dire mes condoléances aux familles des victimes, que la terre les soit légère. C'est le Togo qui gagne. L'union fait la force. Nous les artistes, nous vous soutenons. Sec. Bonne fête des matières. Coucou, je suis artiste Bibi Reine. Je souhaite une très bonne fête des martyrs à nous les Togolais. Je dis un grand merci à ces militaires qui luttent pour la sécurité de notre pays, le Togo. À vous, les martyrs, vous serez toujours dans nos cœurs. Bonne fête. Salut, moi c'est Mirlinda. Alors, bonne commémoration à tous les Togolais. Une pensée positive aux familles qui ont perdu leurs fils et courage aux forces de l'ordre. Alors, restons unis, soyons unis dans l'émission Changeons de mentalité. Manzami payam ze Wilfrida Akare manga Togo undu teyu. Mandengo na émission ko baya kuze tilas la maza ke ya na menzau Togo so dina tenge. Bekin mbaba kamasia na bakanda rede tudu jaw yo. Menzau bana bade hong bekbe. Ze tani abalo ya abala te Kazando. Soja bi yo huzbayo pani tome labo. Eso labo kedengayo elabegani lemaza tale dole bochonena senabiwe ejareyo tale na bochonena we kange kuda esozwe elebanyabana padina paiba gamilila. Salut, ici c'est Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Je profite de cette vidéo pour saluer la mémoire de tous ces vaillants soldats qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions pour préserver la paix et la sécurité nationale. Que Dieu vous bénisse, vous êtes des martyrs, que Dieu vous garde dans son paradis, que Dieu bénisse le Togo. Bonne fête à tous ceux qui sont encore vivants, la lutte continue, en featuring avec le Saint-Esprit, Caporal Wisdom. À vous les combattants de la liberté, à vous qui avez choisi de défendre la nation au risque de vos vies comme métier, à toutes les forces de défense et de sécurité, merci, vous êtes notre fierté. En featuring avec le Bazuma somio, nema omio, meyo sutenami. Ndoku swadi, nyawelo, esame, nyawelo, nekwetejo, nyawelo. Kese mi figa mila, mi yo teti de yoga yo. Amasa waba se mi rosi yo, sola biga fara. Togo mi ari na we mi yo, mi gonna
notre chère patrie. You are not alone. Tu crois le bedo meinami. Ahoy mile woro nyata. Amna ma omene kinkora mila. You are not alone. Tu crois le bedo meinami. Ntila ko humi sole. Amna ma omene kinkora mila. Vivants, vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes nos héros. Toujours prêts à défendre la nation. Oh, honneur à vos familles. You are not alone. Du quale predominami. Ahoy mile woro miata. Amna ma omene jinkora mila. You are not alone. Du quale predominami. Ntila ko huni sole. Amna ma omene jinkora mila. La stabilité, on en a besoin. Awo, awo, awo. Sinana gola makandemia ye. Obuto milabo, eudwele zese. Togo sama bekbe wemuwai. Pademu neso. Kaso bio. Kadaragazi bangbaraka. Ekandemia. J'entends vos cabines à feu. Armée togolaise, Bagato mille ennemis. Togo du quoi, Bagato la le pété mon ami. Doit t'entontoyer, on mille ennemis. Gaïme mime l'oignan, Kuba le ennemi. Maouba si c'est ça, il me bien ami. Fiafio va tu yame, escroc va tu yame, Tacholo va tu yame, Vamik Baoji. Kifia mi se sebe, ala beaucoup et kono, sorry. Beaucoup à la mouekono, pour Maoula no, but for Maoto, no da Jumia, but for la dicpe, Nemi Dawa, Nyato à la dicpo, Waku Kakando. Tous pour un Togo meilleur. Que le Tout-Puissant vous comble de sa grâce. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est tous togolais. Miama soto, miama kufito, miela kwetona me amelua me kona meta, amelua me ti ame yome, ame yo imugbe, e yome ne fana mi, miawele toti, akpena mi. Changeons de mentalité. Alors, changeons de mentalité. Nous abordons la seconde partie, comme je l'annonçais tantôt, plus haut, pour célébrer donc les chefs de famille, ce que nous appelons père et papa. C'était la fête donc des pères le dimanche dernier. Nous en parlons dans Changeons de mentalité, deuxième partie. Je vous retrouve donc dans un instant avec mes deux invités du jour. Changeons de mentalité. Madame Christelle Tano, elle est entrepreneure, conseillère conjugale. Elle est l'une de mes invitées aujourd'hui pour célébrer les papas. Heureuse de t'avoir avec nous une fois encore. C'est un plaisir partagé, Amtia. Merci de me recevoir. Et quand je dis M-Afrique, quel nom vous vient tout de suite à l'esprit? Eh bien, je parle du docteur Serge Michel Kodom. Il est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bien, merci. Eh bien, je rappelle que le docteur Michel Kodom, il a été élevé dernièrement au rang du prix panafricain. C'est ça? Le tout dernier, c'est que j'ai été élevé à l'université de Oxford, oui, au rang de professeur honoraire, oui, des académies de Oxford en Angleterre. D'accord. Et c'est vrai que j'étais distingué à Kigali, au prix panafricain de développement, justement. PADEV. PADEV, c'était donc l'année dernière. D'accord. Voilà. Alors, pour vous titiller un peu, qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de titres, puisque ce n'est que quelques titres que nous avons donnés parmi la longue liste que vous avez. Qu'est-ce que ça fait étant jeune et avoir des titres honorifiques un peu partout attribués dans le monde? Un plaisir. Et puis, quelquefois, on se pose quelques questions. Pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est notre destinée ou bien c'est le résultat du travail que nous faisons au quotidien, où nous mettons l'homme au centre donc, de nos préoccupations, à savoir
donner le meilleur pour que justement l'humanité change. Et à travers notre engagement social, d'amener l'hôpital vers les populations reculées dans les villages et hameaux où les populations rurales n'ont pas vraiment la chance d'avoir des soins spécialisés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un concept qui fait école. Et un concept qui est compris par beaucoup de personnes et c'est la traduction de notre volonté aujourd'hui en tant que jeunes médecins africains d'apporter une réponse à une problématique qui est connue mais malheureusement qui n'avait pas une solution. On ne dit pas que nous avons la solution idoine, mais c'est une approche de solution pour que justement ces personnes qui vivent, qui souffrent dans leur peau au quotidien puissent avoir la chance de rencontrer des médecins qui sont capables de leur apporter des solutions. Merci beaucoup. Et nous allons donc toucher du doigt ce pourquoi nous sommes là. Oui. Nous célébrons ce que nous appelons les chefs de famille et les pères. Alors, avant de revenir à Madame Tano, comme vous êtes le premier concerné en tant que papa, merci. Vous allez nous dire qui on appelle un père et qui appelle-t-on papa. Alors, merci. Je pense que un père, c'est le parent mâle d'un enfant et qui est auteur donc d'une grossesse qui est arrivée à terme avec une naissance vivante. Ça peut être une fille ou un homme, un garçon. Et quelquefois même il arrive, nous, médecins, de voir qu'il s'agit donc des hermaphrodites qui ont deux sexes. Et on ne peut pas ôter la vie à ces personnes-là aussi, mais ils grandissent comme ça, les suivent psychologiquement et puis ils vivent aussi dans la société. Donc un père, c'est celui-là qui peut engendrer, amener un être humain sur cette terre. Et maintenant, un papa, c'est assez affectueux. Vous savez souvent, lorsque le petit garçon ou bien la petite fille commence par prononcer les mots, soit c'est maman ou bien papa. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très fort. L'enfant vit dans un environnement familial où la maman parle, le papa parle, à force d'entendre la maman parle et appeler son papa, il prononce spontanément le nom et ça fait toujours plaisir. Et c'est ça justement, peut-être tout au long de cette émission, nous allons aborder cet aspect. Lorsqu'on appelle papa, cela engage beaucoup de responsabilités, beaucoup de devoirs vis-à-vis du développement physique, psychologique, moteur, donc des enfants qui viennent au monde par notre biais, par notre amour, par notre désir aussi d'amener ces êtres sur Terre. D'accord. Alors, Christelle, qui est un géniteur ou génitrice? Alors, le géniteur ou la génitrice est celui qui contribue physiologiquement à l'arrivée d'un enfant sur la Terre. Donc, quelqu'un qui contribue biologiquement parlant, naturellement parlant, à mettre un enfant au monde. Ça rejoint donc la définition du père. Du père, voilà. Ça rejoint la définition du père, mais avec une petite nuance que si vous permettez, lorsque vous voyez, Madame Christelle a quand même bien expliqué, mais lorsqu'on parle de père ou de papa, ici, il y a la notion de responsabilité. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont venus sur cette terre où c'est comme, vous savez, il y a un jargon souvent dit le bélier géniteur. Le bélier géniteur. Chez les bovins, souvent on utilise l'expression géniteur, c'est-à-dire on trouve un bon bélier pour venir à la procréation, accoupler, puis donner de beaux boucs et de beaux béliers, ainsi de suite. Donc le mot géniteur ici est un peu péjoratif et cela va de soi parce que quelquefois, les hommes n'assument pas leurs responsabilités. Et je m'en vais, à travers cette question, me donner un exemple aujourd'hui. En l'espace d'un an, il y a un Togolais qui a enceinté 5 filles. Wow. Et aujourd'hui, il a fui. Et c'est la maman qui se retrouve devant un certain nombre de responsabilités. Ce dernier, on peut l'appeler un géniteur. Parce qu'il a déjà fui ses responsabilités. Et ça se passe à Lomé ici. Et les enfants sont à la pouponnière. Lui, c'est un distributeur agréé. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la petite... Je pense que le docteur voulait faire la nuance entre le fait que le géniteur, bien qu'il soit l'apporteur physiologique, il y a quand même la consonance péjorative qui parle d'un manque de responsabilité. Donc en fait, on met l'enfant au monde, mais on n'est pas forcément présent pour l'enfant. Voilà, le géniteur, c'est pas très positif en fait. D'accord. Merci. Alors, Madame Tano, dans le couple, à qui revient le plus la responsabilité de l'éducation des enfants? Entre le papa
et la maman? Alors, ça, c'est une réponse que je vais donner selon moi, la définition que je donne des responsabilités parentales. D'accord. Bien qu'on ait tendance à penser que la mère, dès le début de la conception, a une lourde responsabilité vis-à-vis de l'enfant, personnellement, dans les cas que j'étudie et dans les conseils que je donne, les parents doivent assumer le même type de responsabilité dans l'éducation des enfants. On ne peut pas excuser un parent pour son absence physique ou émotionnelle qui empêche justement sa contribution à l'éducation de l'enfant en laissant toutes les responsabilités reposer sur les épaules d'un autre parent. Donc, selon moi, les deux parents ont au même titre, le même type d'implication en termes de responsabilité dans l'éducation d'un enfant. Voilà. Docteur, vous êtes du même avis? Je suis du même avis. C'est vrai que dans notre environnement africain, culturel, on a tendance à mettre la maman en avant parce que c'est elle qui est aux petits soins, c'est elle qui écoute, cette affection maternelle, c'est elle qui donne le sein, pose le regard sur le bébé, voit un peu les détails, les mimiques de l'enfant et décèle quelquefois les premiers signes de souffrance, de maladie, de malaise, de mal-être. Donc, ce qui fait que la maman est celle-là qui dit « Ah, papa, s'il te plaît, l'enfant ne va pas bien, j'aimerais bien l'amener à l'hôpital. » Et on se rend compte que c'est la maman qui joue le premier rôle. Mais en réalité, je suis parfaitement d'avis avec elle. Les deux jouent le même rôle parce que lorsque la maman émotionnellement n'est pas épanouie parce que le papa n'est pas présent, le papa n'est pas compréhensif, ça joue indirectement sur le lien qu'il y a entre l'enfant et le papa parce que la maman va se rétracter, la maman ne va pas être expressive, s'ouvrir pour que justement cet enfant puisse jouir donc de cet amour qu'il a vu naître. Et je pense que c'est très important cette précision, insister là-dessus pour que cette mentalité change. L'homme doit jouer sa partition, être présent émotionnellement, physiquement, pour que justement la maman aussi puisse jouer, de temps en temps, donner vivre sa vie, entre guillemets, exactement. C'est la raison pour laquelle en Europe maintenant, on donne les congés parentaux au papa aussi de s'occuper de l'enfant parce qu'on s'est rendu compte que les enfants en bas âge ont besoin de la présence de leur papa. Mais pourquoi souvent les hommes sont tout le temps en train de courir comme excuse, nous sommes en train de chercher de quoi nourrir la maison et tout ça, et tout se repose finalement sur la mère. C'est réel ou pas? C'est réel. Vous savez pourquoi? C'est culturel. Vous voyez, je donnais l'exemple de l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, la femme, elle est aussi indépendante, elle s'assume autant que l'homme. Mais dans nos sociétés, dans nos cultures africaines, cette manière de doter la femme, c'est l'homme qui doit chercher les moyens, il se sent capable. Il prend une liste, il cherche les moyens, il achète les pagnes, tout ça pour aller. Ça donne l'impression que l'homme doit prendre le lead sur un certain nombre de choses. Et lorsque le bébé vient, la maman aussi étant un peu habituée à attendre du monsieur, cède un espace à l'homme d'aller courir et lui, elle va être la chasse gardée du bébé pour assurer le bien-être, tout ça, couvrir, chérir pour que l'enfant puisse avoir le sein maternel, le lait maternel. Tu vois, c'est un peu ça ce qui fait que... mais en tant que bébé, on ne peut pas le laisser quand même avec le papa. S'il n'a pas encore un âge de prendre... Il n'est pas sevré, c'est difficile. Donc, c'est un peu ce qui explique cela. Donc, la maman, physiologiquement, qui est un peu... elle a des seins qui contiennent de lait, le bébé doit téter chaque 30 minutes ou bien une heure de temps. Elle a la nourrice, on doit allaiter l'enfant jusqu'à au moins maintenant, on dit 1 an, au moins 1 an, ça ne sent pas de l'eau, pas rien du tout, le lait maternel. Donc ça fait que ça amène la maman à reconfigurer son environnement professionnel et social pour mieux s'occuper donc de petits qui viennent de naître. D'accord. Donc, ça voudrait dire que les papas sont excusés à courir tout le temps derrière l'argent pour nourrir la maison. Je ne sais pas s'ils sont excusés à courir tout le temps. Je pense que les papas peuvent être en mesure de s'organiser de telle sorte qu'ils attribuent un temps bien déterminé. Voilà, un temps de qualité à l'enfant, à la maman, à la famille. C'est peut-être ce que le docteur a décrit est réel. Ce sont des raisons valides. Mais je pense qu'il faut que les pères gardent en tête qu'ils ont
quand même besoin d'être présents. Et leur présence physique, leur assistance à la mère vont très loin. Parce qu'il a expliqué tout à l'heure, il a dit une femme qui sait qu'elle a le soutien physique et moral de son homme, alors qu'elle est en train de s'occuper des enfants, se sent mieux. On va plutôt les encourager à mieux s'organiser pour tenter d'être plus présents, parce que c'est important autant pour la maman que pour les enfants. C'est une complémentarité alors. Absolument. C'est une complémentarité, mais je pense qu'on peut essayer de creuser un peu plus. Allez-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez un peu les occupations, dans un couple, généralement, la maman, dans nos cultures africaines, je précise cela, dans nos cultures africaines, c'est comme la maman, lorsqu'on prend le taux le pourcentage des femmes qui travaillent, qui ont un salaire, c'est très fait par rapport aux hommes. La femme, c'est vrai, elle va faire un petit commerce à côté, mais ce qu'elle gagne par rapport aux dépenses dans le foyer, l'apport de l'homme est souvent plus élevé. De toute façon, même si une femme, excusez-moi, gagne et puis c'est un peu plus élevé que son mari, ce qui est souvent rare, il y a certains messieurs, la plupart des messieurs n'acceptent pas ça. Vous êtes un peu macho. C'est vrai, et c'est la société. Sinon, moi, je serais partant pour que une femme s'occupe bien de moi. Pourquoi pas? Et puis je m'occupe des enfants. Non, c'est une petite parenthèse. Et la preuve, moi, mon papa m'a donné un conseil lorsque j'avais 18 ans. Je pense, il dit, bats-toi, travaille, fais en sorte que ta femme ne soit pas plus riche que toi. Ah bon? Pourquoi? Parce que justement, c'est-à-dire, la femme a besoin d'une protection. Ça, je suis d'accord. La femme a besoin d'une protection. La femme se sent à l'aise lorsqu'elle est sécurisée. Oui. Et lorsque vous avez les moyens financiers, matériels... Vous occuper d'elle. Elle est encore émotionnelle surtout. C'est important. Oui. Pas parce que vous donnez de l'argent et que vous la brimez, elle n'a pas droit à la parole. Elle va se sentir frustrée, toute petite, comme si elle perdait de repères, elle n'existe même pas. Ça, c'est ce qu'il faut bannir parce que cet état de souffrance mentale cause un grand préjudice chez les femmes et quelquefois ça impacte sur leur vie sexuelle et à un moment donné, il n'y a pas d'épanouissement, elle n'a plus la joie de vivre et c'est nous les hommes qui causons cela parce qu'on n'arrive pas à appréhender cette souffrance psychologique qu'on inflige à nos femmes quelquefois lorsqu'elles n'ont pas un pouvoir d'achat assez solide. Donc, quelle que soit la contribution que nous apportons, nous devons avoir à l'esprit que la femme, c'est un être émotionnellement sensible. Oui. Et nous sommes souvent forts, tout est dans le physique. Et puis, vous allez voir les petits-enfants. Lorsque vous avez un garçon de 3 ans, 4 ans, son attitude est différente de l'attitude de la fille. Oui. Et c'est hormonal, c'est comme ça que Dieu a établi. Et en contrepartie, il a mis un aspect émotionnel très poussé chez la sensibilité. La femme a besoin de la tendresse, de l'affection, des beaux mots, de beaux mots, ce qui sort surtout de la bouche. Lorsqu'il dit, chérie, bonsoir, elle est aux anges. Comment te sens-tu? Tu es très belle aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu t'es bien coiffée. Je dis souvent que généralement, les mamans éduquent leurs garçons en oubliant de leur parler de cet aspect-là de la femme. On leur dit, grandis, sois fort, réussis. Il faut que tu sois matériellement puissant pour t'occuper de ta famille. Mais on oublie de leur dire, il faut aussi que tu saches comment fonctionne la femme. Exactement. Elle a beau être couverte de cadeaux et de biens matériels, si elle, émotionnellement parlant, elle n'a pas ses besoins qui sont adressés par son homme, elle peut être malheureuse. Donc, et on se dit souvent, mais elle a tout, de quoi elle se plaint. Mais en réalité, il y a plus que les besoins matériels chez une femme. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit le docteur. Même si l'homme, du moins par rapport au conseil que votre papa vous a donné, même si l'homme a la puissance financière, ça ne voudrait pas dire que la femme, c'est quand elle en est un peu moins qu'elle doit se sentir protégée. Votre femme peut gagner plus que vous, mais vous pouvez quand même être présent. À ce niveau, Madame Christelle, elle est spécialiste en la matière, mais nous, étant médecins, on rencontre aussi des personnes qui viennent à l'hôpital des femmes, surtout des hommes aussi, qui ont des traumatismes. C'est-à-dire, l'homme a besoin aussi... De se sentir... Non, l'homme a besoin de respect. Oui, ça, on le dit tout le temps. L'homme, son point faible, c'est le manque de respect. Donc, la femme qui est souvent riche a un complexe de supériorité, malheureusement.
que peut-être Parce que parfois... c'est des femmes souvent qui sont battantes, elles ont une énergie très forte, elles ont un caractère très prononcé, une personnalité forte et souvent, lorsqu'elles rencontrent un homme au départ qui se rend compte que la femme là, elle est bien, elle est belle, elle est imposante, elle a du caractère. Au début, les intérêts rentrent en jeu et puis il accepte. Progressivement, lorsqu'il rentre dans le couple, dans la relation, il se rend compte que mais peut-être financièrement, il se retrouve et il sort sa vraie nature de garçon. Et là, quelquefois, on ne comprend pas aussi les hommes. L'homme a besoin que du respect. Lorsque vous venez le soir, ah chérie, soyez les bienvenus aussi. Soyez les bienvenus. Comment ça va le boulot? Il a besoin de tout de retrouver suite, sa place. il se dit, mais voilà, il a la bonne femme qui reconnaît son autorité et que voilà, ça lui suffit. Et la femme, en retour, c'est des mots câlins, la gentillesse, les cadeaux. La femme aime les cadeaux. Beaucoup de femmes aiment les cadeaux. Ça dépend du langage d'amour de la femme. Il y en a qui aiment les cadeaux, il y en a qui préfèrent le temps de qualité qu'elles passent avec leur mari, il y en a qui aiment les mots doux, il y en a qui aiment qu'on leur rende service. Il y en a d'autres, c'est des excuses. Il y en a qui aiment que ce soit très physique entre eux, ça dépend des femmes. Oui, mais nous, on parle de la majorité. D'accord. Ce que je remarque, c'est que le docteur, il a double mentalité. Ouais. Il sait très bien selon le besoin de la femme, selon le contexte. Justement, selon le contexte. Selon le contexte. Je pense que c'est cet exercice que les hommes doivent faire. C'est cet exercice qui est très important et qui rassure aussi la femme. Parce que souvent, les hommes, nous avons plusieurs personnalités. Tu sors, par exemple, je fais cette émission, je dis des choses peut-être qui sont contraires à ce que je vis à la maison. Donc, il faut pouvoir distinguer, expliquer que, ben voilà, le contexte, il s'agit de ça. J'aime bien. Merci. J'aime bien. Merci beaucoup. Alors, docteur, quel est le rôle d'un père dans la vie de ses enfants? On l'a dit subtilement, le rôle d'un père, c'est quelqu'un qui ne nous suivait pas, que le père, le papa doit assumer ses responsabilités. Il doit avoir un certain nombre de qualités, à savoir l'écoute, la présence, l'attention, parce que les enfants ont toujours besoin des deux couples. Quoi qu'on dise, un enfant qui n'a pas eu la chance de vivre avec les deux parents, il y a toujours un impact aussi. Soit il est trop fort de caractère ou bien il est mou, il se rétracte. Mais avec les deux, quelquefois lorsque... C'est un garçon, mais il parle comme une fille. Il parle comme une fille. Et quelquefois, la maman aussi peut se rabattre sur le papa. Il dit, ah, le garçon, ta fille là, elle ne m'écoute plus. S'il te plaît, viens m'aider. Et puis, lorsque le papa surgit, la fille sait que, ah, c'est le papa qui intervient. Et le garçon se dit, mais écoute, c'est pas parce que je suis une femme que tu veux me manquer du respect. Ton papa va venir, je vais lui dire et puis tu verras. Et lorsque le papa vient, il sait que, ah, là, il y a le boss qui est arrivé aussi et qu'il doit écouter. Donc, cette complicité entre la femme et l'homme aide énormément à un développement psychologique. Et souvent, j'ai un de mes professeurs qui me disait, les enfants à l'adolescence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit un jour qu'il ne faut rien faire. Les enfants observent les parents. Les enfants observent les parents, ils copient. Absolument. Lorsque le papa est attentionné, respectueux vis-à-vis de la maman, il copie. Et en fait, ce que les parents font a plus de poids que ce que les parents disent. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que les parents ne gardent pas en tête. On donne beaucoup d'ordres aux enfants, on leur donne des conseils, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en réalité, on est supposé leur montrer l'exemple. Donc, c'est par rapport à ce que je fais que l'enfant dira « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu maman faire ça, j'ai vu papa faire ça. » Même s'ils se souviennent de ce qu'on leur a dit, ce qu'on a fait devant eux, les marquera davantage. Ce qu'il a vu. Absolument. Alors, le fait d'avoir qu'un seul parent, c'est-à-dire monoparental, et surtout l'absence du père dans la vie d'un enfant, est-ce que ça peut causer des dégâts? Quel impact selon vous? C'est-à-dire que le docteur l'a dit tout à l'heure, l'absence d'un des parents cause toujours un certain nombre de dommages, du moins important au plus important. Parce que ce qu'on a compris, c'est que la présence des deux parents contribue à un équilibre dont l'enfant a besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les foyers monoparentaux, le seul parent a ce poids-là de jouer le rôle des deux, autant du père que de la mère. Et ça complique un peu les choses, ça alourdit la tâche, ça renforce les responsabilités. Et c'est vrai que les enfants peuvent avoir beaucoup de mal à trouver leur équilibre. Ils ne vont pas forcément l'exprimer, mais au bout d'un moment, on va se rendre compte. Voilà. Et puis, je pense qu'un enfant qui a le droit à la parole peut s'exprimer et dire à son parent qui est présent,
que l'absence de son parent absent justement l'impact d'une certaine manière. Alors, docteur, je ne sais pas si ce que vous venez de dire par rapport au rôle du père dans la vie d'un enfant rejoint ma prochaine question, mais j'aimerais savoir quelles doivent être, selon vous, les valeurs à retrouver chez un père. Je pense que moi, je peux citer volontiers 5. La première, c'est la présence. C'est-à-dire, lorsque vous décidez de faire venir un enfant, dites-vous que vous devez réorganiser votre vie. Vous devez être présent. Et cette présence rassure non seulement la femme, mais aussi l'enfant. Deuxième, c'est que la responsabilité. C'est-à-dire, il faut assumer. Lorsque l'enfant est malade, il faut se lever aussi la nuit pour assister la maman. Ce n'est pas elle seule qui doit se lever, veiller, passer toute la nuit. Et ça impacte énormément l'évolution aussi du couple. La maman peut continuer par faire des enfants, mais elle n'est pas heureuse. Et ça agit sur les enfants. Elle est nerveuse, elle transmet une énergie négative. Et c'est étape à bout de champ. Troisièmement, c'est l'écoute. L'écoute. C'est parce que les enfants, même nous les adultes, on oublie notre enfance. Les adultes oublient leur enfance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous rappeler, lorsque vous avez 1 an, ce que vous avez subi. Donc, les enfants, lorsqu'ils ont 1 an, ils ont besoin qu'on les écoute. Le papa doit leur parler, l'apprendre à prononcer, l'apprendre à écrire. Même ce que l'enfant raconte, même si ce n'est pas compréhensible, il faut être là. Il faut qu'il y ait une interaction. L'enfant s'habitue à la présence de son père. Et c'est ça qui fait aussi la fierté d'être papa. Parce que vous avez aidé l'enfant à grandir. Vous avez vu tout le processus, toutes les étapes de sa croissance. Pas à pas. À 3 ans, vous pouvez dire que l'enfant était comme ça. À 5 ans, mais il y a des papas qui oublient. L'enfant a oublié comment il a grandi. Le papa aussi a oublié comment l'enfant a grandi. Malheureusement. Et je pense que la quatrième, c'est la responsabilité juridique. Il y a des papas qui ne reconnaissent pas les enfants. C'est-à-dire, ils disparaissent. Et après 20 ans ou bien 18 ans, il dit il a l'impression que c'est ça. Ou bien faisons le test d'ADN pour voir, alors qu'au plus profond de lui, il a démissionné, il savait. Il ne voulait pas assumer ses responsabilités juridiques qui l'incombent à ce qu'il faut donner l'argent de popote, se battre pour pouvoir aider au développement de cet enfant. Et ça, je pense que cette responsabilité juridique est très importante aussi, que nous, les hommes, nous acceptons que lorsque... Moi, je me rappelle ma maman. Lorsque on avait 16 ans, 17 ans, on commençait par savoir que il y avait les caractères sexuels secondaires qui se développaient. Elle nous disait que parce que nous sommes 4 garçons, si quelqu'un d'entre vous amène une fille ici et engrosse la fille, ça serait votre femme. Vous allez assumer. Très bien. Et ça nous faisait énormément peur. C'est pas une histoire qu'elle va aller accoucher et puis prendre l'enfant, ça dit... Et c'est très bien parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle inculque à ses garçons que cette affaire de sexualité vient avec des conséquences qu'on doit assumer jusqu'au bout. C'est bien inculqué. Voilà, c'est ça. Et ça, nous, on se dit qu'il ne faut jamais arriver à ce niveau-là. Sinon, les conséquences, est-ce qu'on était en mesure de les assumer? Et donc, il y avait toujours un espace qu'on donnait pour ne pas tomber dans ce piège-là. D'accord. Alors, nous célébrons donc les papas aujourd'hui dans cette émission. Nous allons marquer une petite pause afin d'écouter certains enfants, de grands enfants, nous dire ce qu'ils pensent de leurs parents, surtout les pères. Changeons de mentalité. Papa est en vie. Je ne suis pas avec lui, mais il y a une distance entre nous. Et là, Mango et moi, je suis à Lomé ici. Mais maintenant, j'ai retiré quelques leçons dedans, ça m'avantage aussi aujourd'hui. Je remercie que j'ai retiré quelques leçons. Le Tout-Puissant lui donne une longue vie, encore une longue vie, plus que ça. Mon père, il est gentil, il ne fait pas du bruit. Comment je peux dire? Il est calme. Quand je lui demande quelque chose, il me fait avec plaisir. Bonjour papa. Je t'aime de tout mon cœur, bijou. Bonne fête de paix à tous les papas.
responsabilité de certains hommes, ça dépend du... Quand il n'y a plus de travail, bon, il y a des chômeurs, beaucoup de chômeurs. Les gens fréquents, ils ne trouvent pas du boulot à faire. Les charges sont sur les femmes. Parce que c'est les femmes qui se débrouillent. Tu peux venir au marché chercher pour aller manger. Mais il n'y a plus du travail comme avant. Parce que les chômeurs sont plus nombreux que les travailleurs. La fête des mères est plus célébrée que la fête des pères. Et que les mères se défendent beaucoup, se cherchent beaucoup. Mais les hommes, s'il n'y a pas du travail, il n'y a pas du travail. Les charges sont aux femmes. Mon papa n'est plus. Mais avant, il nous fête ça, il dit, c'est la fête des pères. Ce qu'il trouve, il nous donne. Nous aussi, nous sommes joyeux envers lui. Moi, mon papa m'aime trop plus que ma maman m'aime. Mon papa m'aime trop parce que j'avais 7 mois et mon papa a trouvé du boulot. Tout ce que je demande à mon papa me le fait. Bonne chance aux hommes de trouver le boulot. C'est le travail qui libère l'homme. Bonne fête à tous les pères. Bye bye. Décris mon père. En 3 mots, je dirais sévère, nécessaire et gentil quand il veut. Sévère dans le sens que je pense que mon père, il suit les réalités de notre société ces temps-ci. Donc je vois qu'il veut être sévère avec nous pour qu'on soit sur le droit chemin, pour ne pas qu'on dérive, on soit dans la dépravation. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est sévère avec nous. Bon, pour moi, sa qualité première, c'est quand il est gentil, quand il veut, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a certains moments, il rentre, il renfonce la mine, il ne veut pas parler. On lui demande quelque chose, bon, il nous refoule un peu. Mais il y a des jours, il vient, bon, il cause avec nous, il nous achète des choses, quoi. Donc, c'est ce côté-là que je dirais que j'aime. Bon, la fête des mères est plus célébrée plus que la fête des pères. Bon, ça, c'est une réalité, ça, c'est un fait même. Parce que, vous voyez même, maintenant, on est en train de promouvoir même les femmes dans la société au Togo. Parce que la femme a cette capacité-là de pouvoir faire développer un pays. Les pères sont plus au travail, ils ne s'occupent pas vraiment de leurs enfants, ne causent pas avec eux. Bon, jouer avec eux, non, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas vraiment ça. Je souhaite une bonne fête des pères à mon papa et surtout d'essayer de causer un peu avec nous aussi, des fois. Merci. Le jour de la fête des pères passée, moi, je ne m'en rendais même pas compte que c'était le jour des pères. C'est mes enfants qui, à la maison, m'ont réveillé et m'ont souhaité bonne fête, papa. Je leur ai demandé, il s'agit de quoi? Ils ont dit que c'est aujourd'hui la fête des pères. J'ai dit, je ne sais même pas. Hein. Et en retour, je leur ai dit merci. La fête des mères est plus célébrée au Togo, selon moi, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas de situation. Donc, ce qui fait qu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle. Il faut avoir une situation stable et équilibrée. Mais quand on n'est pas stable et équilibré, vous voyez qu'il nous sera très difficile de nous adonner un peu au plaisir et autres. Bonne fête à tous les pères et invitons par la même occasion ceux qui ont des moyens de toujours jouer leur rôle de papa et ceux qui n'en ont pas de faire un effort. Du jour au lendemain, je crois que la situation de leur côté va changer aussi et ils vont se mettre au pas. Changeons de mentalité. Alors, selon les interviews qu'on a suivies, tout le monde pense du bien de son papa. Maintenant, la question que je me pose, ces papas irresponsables que nous dénonçons, que nous indexons dans la société, où sont-ils? Qui sont-ils? C'est la question que je me pose personnellement. Alors, docteur, selon vous, l'irresponsabilité des pères, il y a des hommes qui sont démissionnaires de leur rôle de père dans la vie de leurs enfants. Selon vous, à quoi cela est dû? Nous l'avons dit tantôt avant l'intervention de nos jeunes petits frères qui sont exprimés. Et ce qui amène souvent les hommes à démissionner, c'est de l'irresponsabilité d'abord. Et secondo, c'est les accidents aussi au cours donc, des actes sexuels ou certaines aventures qui se soldent par des grossesses non désirées. Je pense que c'est vraiment à ce niveau. Et troisièmement, c'est aussi la pression parentale. Quelquefois, vous savez que vos parents sont très durs, ils sont très pauvres. Et donc, le cadre familial ne vous permet pas d'accepter certaines réalités.
et donc vous démissionnez. Et la troisième cause, c'est la pauvreté. Quelquefois, vous savez, surtout en ville, dans les villages, il y a le champ, vous devez aller au champ, vous cultivez, et donc vous pouvez exploiter une petite portion de champ. Mais malheureusement, en ville, lorsque vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, il est souvent difficile de subvenir aux besoins de la femme, de la famille, de la fille qui tombe enceinte. Souvent, ce qu'on voit, c'est dans les enfants qui viennent hors mariage souvent. Oui. Et donc, il faut promouvoir aussi les bonnes mœurs, les bonnes pratiques, où on se dit il faut toujours atteindre une certaine maturité, avoir certains moyens avant de pouvoir doter la femme, faire un mariage et aller vers la vie de famille. Voilà. D'accord. Alors, selon vous, être un bon père, est-ce qu'on le devient ou bien on est prédisposé à cela? On le devient, c'est l'éducation. D'accord. Madame Christelle l'a dit, il faut sensibiliser les hommes, les jeunes hommes, les garçons au collège, au lycée. Il faut parler, il faut donner les vertus d'un homme. Il faut donner des forces vraiment à ce que les couples se construisent. Oui. Malheureusement, le phénomène que nous constatons aujourd'hui, c'est que on copie avec les réseaux sociaux. L'information s'est tellement diversifiée au point où aujourd'hui, on se dit on peut faire une assistance, in vitro, une assistance médicalisée. Oui. On n'a pas besoin forcément d'un homme et on n'a pas besoin d'un homme pour faire un enfant. C'est en quelque sorte acheter un bébé. Acheter un bébé, j'ai de l'argent, je peux aller faire l'insémination pour avoir un bébé. Oui. Je peux même aller trouver une mère porteuse. Oui. Ça, c'est les nouveaux phénomènes dans les pays occidentaux, les mamans porteuses. Qui ont leurs conséquences aussi. Qui ont leurs conséquences parce que, voilà. Parfois, d'autres hommes tombent amoureux de la maman porteuse, ou c'est la maman porteuse qui dit « je ne veux plus te laisser l'enfant ». Exactement. Et ça amène des problèmes. Je pense que nos sociétés africaines ont encore des valeurs. Nous devons continuer toujours par promouvoir ces valeurs parce qu'elles sont saines, quoi qu'on dise. On vient au monde à travers un couple bien constitué, même si la tendance est de libéraliser certains nombres de perceptions du mariage. Oui. Pour nous devons nous battre parce que les réalités européennes, américaines sont très, 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 très loin des réalités africaines. Nous devons assumer certaines bases, certains élans de développement pour pouvoir les copier. Sinon, ça serait préjudiciable pour nos sociétés qui sont encore, qui ont beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. D'accord. Alors, Madame Tano, avant de vous laisser partir, il faut nous dire, parce que je demandais au docteur tout à l'heure, les responsabilités de certains hommes démissionnaires, à quoi cela est dû. Bon, en tant que conseillère conjugale, dites-nous comment remédier au fait à cela, à les responsabilités de certains hommes. Alors, moi, je vais aller à la base. D'accord. L'éducation des garçons. L'éducation des garçons est très importante. Je pense que les mamans et les papas, les parents doivent prendre le temps de parler à leurs garçons, mais très tôt. C'est-à-dire qu'on a remarqué dans nos sociétés africaines qu'on met beaucoup de poids sur les épaules des filles, en leur conseillant beaucoup de bonnes choses, en essayant de les diriger dans ce qu'elles doivent faire, en les préparant à devenir des épouses exemplaires. Mais on ne met pas autant d'énergie, autant de temps dans l'éducation des garçons. Et je pense que ça commence là. Il faut prendre le temps de parler aux garçons, de très tôt leur faire comprendre ce qu'on appelle responsabilité. En quoi est-ce que ces responsabilités-là consistent quand on a décidé de faire un enfant et même quand on n'a pas décidé. Ouais. Parce qu'une jeune fille qui se retrouve à élever un enfant d'une grossesse qu'elle n'avait pas planifiée, elle n'a pas créé l'enfant toute seule. Mais malheureusement, elle se retrouve trop souvent à devoir l'élever toute seule. Donc je pense que les parents doivent prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont de donner une bonne éducation à leurs garçons afin de les préparer à être de bons pères dans le futur, des personnes responsables. D'accord. Alors, docteur, avant de finir, pour vous, être un père, être un leader? Oui, je pense que Madame Christelle l'a dit, hein, un leader, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Un leader, c'est celui qui se projette dans le futur. Un leader, c'est celui qui s'assume. Voilà. C'est les trois niveaux. Il faut s'assumer, il faut se projeter et il faut prendre conscience de ses responsabilités à travers l'éducation qu'on te donne, assimiler les notions. Le mariage, c'est sacré. Le mariage, c'est la tendresse. Le mariage, c'est que tu décides de t'allier avec quelqu'un
pour la vie. Ouais. Et surtout, lorsqu'un enfant vient, cet enfant n'a jamais demandé à venir, il fallait le laisser en tant qu'ange quelque part. Mais si vous décidez de l'amener sur terre, sur cette terre compliquée, difficile, il faut l'aider, il faut assumer. Et surtout, pour dire aussi, la fête des pères, nous sommes très contents aujourd'hui. C'est rare, hein, pendant longtemps, lorsque il y a la coach Amonchi qui avait dit récemment que dans une relation où on ne te calcule pas, on ne s'occupe pas de toi comme la fête des pères, là. Voilà, c'est pour dire à quel point la fête des pères, on ne fait pas de cadeaux. On ne fait pas, alors que la fête des mères, on doit faire les cadeaux à nos épouses, à nos mamans. Donc voilà, c'est l'occasion. Faites-nous des cadeaux aussi, parce que les hommes aussi aiment les cadeaux. Déjà, faire cette émission pour célébrer vous les pères, merci, c'est déjà un cadeau. Merci parce beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Merci, comme la madame. fête des mères. Exactement. Alors, votre dernier mot en cette date? C'est la fête des pères, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui. Alors, on va souhaiter une bonne fête à tous les papas, tous ceux qu'on appelle affectueusement papa, parce qu'ils ont été des personnes qui nous ont influencés dans notre vie, à tous ceux qui ont mis des enfants au monde, qui s'en sont occupés. Et on va lancer un appel à tous ces jeunes hommes et ces hommes qui ne sont pas forcément aussi jeunes, qui ont démissionné de leur rôle de père, on va dire en les encourageant à repenser à leurs responsabilités et à reprendre les choses en main, parce que c'est très important. Et je pense que c'est important pour les hommes de savoir que le bien-être de la femme dépend en partie de la contribution que l'homme apporte lorsqu'il a fait un enfant avec elle. Donc ça, il faut le garder et il faut le prendre à cœur. Joyeuse fête des pères. Alors, votre dernier mot, merci. Je ne cesserai de dire merci à la TVT pour l'opportunité, vraiment, de célébrer les hommes de cette manière. Vivement que d'autres organisations, d'autres femmes, des hommes aussi organisent des banquets pour qu'on puisse aller célébrer comme la fête des mères aussi. On le fait parce que ça va amener aussi les hommes à discuter entre eux et surtout s'assumer, être fiers et inculquer aussi, véhiculer des bonnes pratiques aussi. En changeant de mentalité. Parce qu'on va les célébrer, ces papas qui assument, ces pères, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et puis profiter aussi, saluer tous les papas responsables et les papas qui ne le sont pas, de prendre conscience que c'est des vies qu'on amène sur cette terre et que ces êtres ont besoin d'un encadrement, d'un soutien pour leur développement psychomoteur, pour qu'ils soient de bons leaders pour nos sociétés. Eh bien, merci à vous, docteur. Merci à vous, Christelle, d'avoir apporté un plus à cette émission, à ce numéro spécial. Et merci au docteur Kodom Michel qui a partagé son expérience de père de famille avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous ne pouvons que souhaiter une très belle fête à tous les pères, mais surtout à ces femmes qui jouent à la fois le rôle de maman et de père, et également à ces papas qui jouent le rôle de mère et de père dans la vie de leurs enfants. Je fais un clin d'œil à la Société autonome de financement d'entretien routier, c'est-à-dire la SAFER. Un coucou donc à la direction générale et à tous les collaborateurs de SAFER. Qui sont-ils à SAFER? Nous aurons l'occasion de les découvrir un peu plus dans un prochain numéro. Et je fais également un coucou à la direction de l'agence groupe de communication Zénith, donc CAADUI. Eh bien, bonne fête des pères à tous. Et surtout, nous allons dire merci aux 3 fois Saint-Père là-haut, celui qui est le créateur de tout et de tous sur cette terre, ce Père qui a un amour inconditionnel et illimité pour nous. Bonne fête des pères, bonne commémoration des martyrs. À la prochaine dans Changeons de mentalité. Une production Altesse Royal House à faire.